Bien, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers habitants de Saint-Lô-d'Esserand. Je suis très heureux de vous retrouver au bout de 8 jours, puisque nous avions fait ce Facebook Live également samedi dernier, à la même heure, 11 heures, et je vous propose que ça devienne effectivement une habitude, même après la crise. Alors, ce ne sera peut-être pas hebdomadaire, en tout cas, on peut imaginer que ce soit la bonne heure sans vous casser le rythme de votre matinée du samedi. Alors comme d'habitude, je ne suis pas tout seul et plusieurs membres de l'équipe municipale sont là pour compléter mes réponses à vos questions. Et puis bien entendu, ce n'est pas la seule occasion pour nous de communiquer. Posez-nous des questions quand vous voulez dans la semaine et on y répondra à différents moments. Alors je vais identifier et appeler les 4 élus qui sont avec moi ce matin. Donc Laurent Tarassi, adjoint à la communication, est-il là ? Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous tous. Merci. Marielle Ernoux, adjointe à la solidarité, est avec nous. Bonjour Marielle. Petit problème technique. Peut-être que si. Bonjour. Oui. Ça y est, ça marche. Bonjour à tous, oui, je suis là. Oui. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Bonjour Marielle. Stéphane Hautecoeur, adjoint à la circulation et à la sécurité, est-il là? Oui, bonjour à tous, je suis bien là. Et Estelle Sueur, à nouveau, conseillère municipale chargée des quartiers, est-elle là? Oui, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Voilà, donc nous avons, comme la semaine dernière, toute la volonté d'identifier vos questions et d'y répondre. Je voulais en préalable pas faire une introduction aussi longue que la dernière fois, puisque je vous avais, pour ceux qui n'y étaient pas, exprimé mes convictions profondes sur cette crise en vous disant qu'il fallait que nous puissions tous exprimer notre sympathie, notre compassion, exprimer notre désarroi dans certains cas et exprimer même la souffrance de certains par rapport à la maladie notamment. Je vous avais dit aussi qu'il fallait que nous affirmions ensemble notre solidité, mais aussi notre solidarité. Et on y reviendra bien entendu aujourd'hui. Et puis, je voulais vous expliquer comment nous préparons la suite. La suite, ça peut être plusieurs étapes supplémentaires de la crise, mais aussi l'après-crise et la sortie de crise. Voilà. Au-delà de cela, je voudrais simplement vous redire ce qui a évolué depuis la semaine dernière, puisque depuis de nombreuses semaines maintenant, ça évolue tous les jours. Je voudrais reprendre le fil depuis samedi dernier. Nous avons connu, bien entendu, le matin ce Facebook Live, mais dès le soir même, vous vous en souvenez, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont rajouté des contraintes de confinement pour les maisons de retraite, les EHPAD. Et puis le Premier ministre a commencé à évoquer des pistes pour après le confinement, dans lequel il a commencé à évoquer la nécessité que les populations qui sortiraient de chez elles puissent être testées en masse. Donc ça, on pourra peut-être y revenir par rapport au rôle de Saint-Lô. Il y a eu lundi dernier, et en même temps comme ça je vous fais part du courrier que nous recevons régulièrement et quotidiennement, on a reçu une note du diocèse de l'Oise sur les obsèques religieuses qui précise qu'il est souhaitable de ne pas dépasser le nombre de 20 personnes à l'église et de 10 personnes s'il y a une cérémonie collective au cimetière. Donc vous voyez que c'est très restreint, mais que, bien entendu, les obsèques religieuses peuvent encore se tenir, et c'est ce qui s'est tenu d'ailleurs à Saint-Lô-d'Esserand depuis quelques semaines. Mardi dernier, nous avons eu une grande instruction du ministère de l'Intérieur sur la prolongation du mandat des conseillers municipaux, et ça je vous l'avais évoqué, c'est important quand même qu'on le redise. Nos élections du 15 mars sont validées, mais la nomination du maire et des adjoints ne peut pas être réalisée pour l'instant pour des raisons d'impossibilité de tenir une réunion physique. Par contre, un conseil municipal va pouvoir se tenir si c'est souhaité par le maire sortant pour régler les affaires courantes, mais dans la configuration d'avant les élections. Dans notre cas, ça ne fait pas une très grosse différence.
et c'est là où c'est toujours compliqué d'avoir des instructions et de les comprendre, mais dans le même cas, on nous a largement autorisé à repousser le vote de notre budget, on a largement autorisé les maires à procéder à certaines décisions et à en rendre compte évidemment dans un deuxième temps auprès du conseil municipal. Donc à ce stade, nous ne voyons pas complètement la nécessité de faire un conseil municipal qui reprendrait l'ordre du jour de la réunion que nous devions tenir avant les élections. Par contre, il y a bien entendu des actions qui ne prendront pas de retard, et je pense notamment aux subventions aux associations qui pourront être débloquées financièrement dans les prochaines semaines pour ne pas retarder, bien entendu, et mettre en péril la trésorerie des associations. Donc ça, nous ferons bien entendu tout ce qui est possible sans avoir besoin de refaire un conseil municipal qui est impossible pour des raisons physiques, mais qui est autorisé maintenant du moment qu'on trouve un moyen pour diffuser en direct à toute la population nos réunions. Donc vous voyez bien que c'est là aussi une preuve du changement important qui est à l'œuvre, c'est que ce qui semblait absolument impossible juridiquement jusque-là le devient. Donc on pourra réfléchir, et on va réfléchir sur ces diffusions en direct de conseils municipaux, et même, encore une fois, pendant la crise, des conseils courants qui ne nécessitent pas de nomination individuelle peuvent se tenir à distance. Donc c'est pas évident de mettre au point la technologie adaptée, mais ça devient possible juridiquement. Mercredi, nous avons eu une longue intervention du Premier ministre à l'Assemblée qui a précisé les voies de déconfinement. Alors je sais bien, et je sais que c'est un débat depuis cette date, que ça semble paradoxal de s'occuper déjà du déconfinement alors que le confinement est encore prolongé et que c'est un obstacle bien entendu à la liberté de circulation. Mais je souhaite quand même vous confirmer qu'à partir du moment où ce déconfinement va sûrement être progressif, par région, peut-être par classe d'âge, peut-être soumis à des tests, ça prendra du temps, et c'est ça qu'il faut retenir à ce stade. Ensuite, jeudi, il y a eu une ordonnance sur ces conseils municipaux en visio et en audioconférence que j'ai évoqué, donc je n'y reviens pas. Et puis vendredi, évidemment, une nouvelle importante pour une bonne partie d'entre nous, les annulations des épreuves physiques du baccalauréat et du brevet annoncées par le ministre de l'Éducation. Donc on pourra y revenir, même si notre but ici n'est pas de reprendre toutes les décisions nationales, mais plutôt de voir comment elles s'appliquent à nous. Il y a eu également des décisions d'assouplissement très limitées du confinement pour les personnes handicapées, y compris les personnes autistes, les déficients visuels. Et puis, et ça peut nous concerner, une demande ferme du ministre de l'Intérieur au préfet d'interdire ou de limiter les locations de vacances. Voilà ce que nous avons vu arriver et que nous essayons de comprendre au mieux. Je vais maintenant revenir, bien entendu, aux premières questions qui sont exprimées. Et je vais bien sûr commencer par les déchets qui ont été modifiés en termes de collecte. Peut-être que je peux passer la parole à Laurent Tarassi pour expliquer ce que va changer l'AXO et ce qui ne change pas par contre. Laurent ? Oui, bien sûr. Alors, en fin de compte, tout a été un peu progressif. Évidemment, l'AXO, donc c'est l'agglomération Creil-Sudoise, c'est notre intercommunalité, et c'est bien cet organisme-là qui a la compétence collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et des déchets verts, et organise tout ça. Et ils ont exactement les mêmes problèmes que toutes les collectivités et les entreprises, c'est-à-dire des réductions d'effectifs, et à un moment donné, ils ne pouvaient pas assurer tout le travail, toutes ces collectes. Il a dû donc faire un choix, ils ont dû faire un choix. Ils ont d'abord commencé par traiter le sujet sanitaire, et donc dans un premier temps, seules les ordures ménagères ont été collectées. Ensuite, très rapidement, je pense qu'ils ont été submergés par les appels des différentes communes. Nous y avons bien sûr participé, on échangeait quasiment tous les jours sur le sujet collecte du tri sélectif.
Et donc le tri sélectif est remis en service, la collecte est remise en service à partir de lundi. Là, donc pour nous, on retrouve un ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif de façon normale à partir de lundi. En revanche, tout ce qui est déchets verts, ça devait initialement commencer le 1er avril. Et évidemment, ce n'est pas d'une urgence folle, donc ce n'est pour l'instant pas encore actif. Il n'y a pas de ramassage de déchets verts. Et donc, c'est vrai que nous sommes tous en ce moment confinés et avec du temps et du beau temps extérieur. Ça incite au jardinage, ça incite à la coupe, ça incite à la ponte. Et donc forcément, il y a des déchets verts, mais puisqu'on a l'opportunité de faire ce travail, on va dire, personnel, il y a sans doute une petite place dans le jardin qui peut recevoir tous ces déchets encore quelques jours. C'est de la solidarité avec les services de l'AXO. Et bien sûr, on demande à tous les habitants de bien vouloir jouer le jeu. Donc pour l'instant, aucune date prévue de ramassage des déchets verts. Soyons patients. Oui, je partage vraiment ce point de vue de la solidarité, même pour un service qui peut sembler naturel et automatique. Il y a des gens derrière, il y a des organisations, et quand on est obligé de travailler en mode un petit peu dégradé, il faut le comprendre. On a demandé un effort civique aux habitants de Saint-Leu pour les poubelles jaunes, dont j'ai rappelé régulièrement et encore samedi dernier que il n'était pas souhaitable que les poubelles, les particuliers, restent toute la semaine sur le domaine public ou qu'elles servent ou que les poubelles normales servent de réceptacle pour les emballages qui ne sont pas ramassés, qui n'étaient pas ramassés. On demande également un effort civique pour les déchets verts sous la forme qu'a évoqué Laurent. Est-ce que alors il y a une question complémentaire. Pensez-vous que les déchets jaunes que nous avons mis en attendant dans des sacs poubelles seront quand même ramassés? Alors je pense qu'effectivement il faut mettre les sacs poubelles au-dessus du container que vous allez pouvoir mettre mercredi soir ou jeudi matin tôt. Et évidemment peut-être en vous y prenant sur 2 semaines peut-être pour pas être complètement surcharger la collecte. Mais bien entendu, l'AXO sait pertinemment qu'il va y avoir un rattrapage à effectuer et que ça va passer par des sacs poubelles qui vont être au-dessus des containers. Essayer de bien les coincer, que ça ne tombe pas par terre et que ça ne s'ouvre pas. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Et pour répondre à la question de M. Rajoua, à notre connaissance, il n'y a pas de changement dans les conditions de ramassage et les produits qui sont pris et pas pris. Je pense que c'est plus urgent de reprendre déjà un rythme avant, j'imagine, de remettre à plat certaines conditions de ramassage. En fait. Est-ce qu'il y a peut-être, en attendant d'autres questions, alors il y en a une complémentaire, Madame Maya, bonjour, faut-il mettre un ou des sacs plastiques dans le conteneur dit ménager, couvercle grenat? Faut-il revenir aux sacs plastiques? Voilà. Alors, il y a bien une obligation de mettre des sacs dans le conteneur de la poubelle normale. L'important c'est que les conditions d'hygiène pour les reapers, qui sont les personnels qui prennent les poubelles normales, soient préservées. Donc c'est pour ça qu'on nous a toujours demandé de mettre des sacs à l'intérieur de la poubelle et du conteneur, parce que quand il les déplace, quand il les soulève, quand il les ramasse, quand il referme le couvercle, au mieux qu'il n'ait pas de désagréables surprises. Après, je parle sous le contrôle de mes collègues, je ne pense pas qu'un sac papier solide soit un problème. C'est sûrement préférable de mettre un sac plastique pour éviter tout ce que je viens de dire. En tout cas, voilà, on reprend à partir de mercredi un rythme de containers qui ne doivent pas être mélangés et donc une collecte sélective qui va reprendre. Voilà, est-ce que en laissant arriver peut-être plus de questions sur ce sujet ou sur d'autres, on peut aussi mettre à jour l'information des habitants sur le
le sujet de la solidarité, puisque j'ai exprimé la semaine dernière la nécessité d'affirmer à la fois notre solidité civique, c'est ce qu'on vient d'expliquer, et ça passe par des petits détails comme ceux qu'on vient de donner, mais aussi notre solidarité. Donc la semaine dernière, Laurent et Estelle, vous avez précisé où on en était, et comme une semaine s'est passée, on peut peut-être, y compris avec Marielle, expliquer où nous en sommes sur à la fois déjà nos premières actions et nos préparatifs pour la suite, puisque la suite va durer. Qui veut prendre la parole, chers collègues? Je veux bien attaquer. Alors Marielle qui n'a pas encore parlé. Vas-y, Laurent. Vas-y. Bon. Bonjour à tous. Oui, donc là, cette semaine, on est en train de retravailler pour élargir le cercle des personnes que l'on peut contacter pour s'assurer que tout va bien. Essaye de te rapprocher un peu plus de ton téléphone ou de ton micro, Marielle, on t'entend pas bien. Je peux pas le faire plus près. Je peux pas faire plus près là, Stéphane. C'est bon là? C'est mieux. Recommence s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Je disais qu'on était tout un petit groupe à travailler sur des listes pour pouvoir contacter et élargir un peu plus le cercle des personnes qu'on a déjà contactées cette semaine pour savoir si éventuellement ils ont des besoins, si tout se passe bien, si surtout concernant les personnes les plus fragiles, que ce soit les personnes âgées ou autres. Et donc on continue dans ce sens-là à travailler et on s'approche à passer les coups de fil de plus en plus importants au niveau du nombre la semaine prochaine. Très bien. Est-ce que Laurent et Estelle voulaient compléter? Merci Marielle. Non, c'est bien. Alors c'est Laurent, pardon. Estelle, je te donne la parole juste après, hein, excuse-moi. C'est exactement ça. En fait, le Facebook Live de la semaine dernière a été utile parce que nous avons beaucoup échangé sur ce sujet et nous avons récupéré des idées. On a bien compris qu'il fallait, on va dire, élargir le prisme d'aide. C'est-à-dire, effectivement, ce ne sont pas que les personnes âgées qui ont besoin d'aide, vraisemblablement. Et donc, un petit groupe d'élus, on a commencé un petit peu à réfléchir sur ce que pourraient être les critères des gens qui auraient besoin d'aide. Donc, c'est un travail qui est en cours. On avance bien. Après, il y a effectivement deux options, celle de téléphoner et celle d'aller sur le terrain, c'est-à-dire voir les gens. Et effectivement, en ce moment, avec le confinement, on voudrait surtout pas mettre en danger ces personnes qui sont déjà un petit peu vulnérables. Donc, on préfère y réfléchir davantage et mettre un petit protocole vraiment bien clair, bien carré, de façon à ce qu'on ne mette absolument personne en danger et qu'on ne transmette pas un éventuel Covid-19. Et donc, effectivement, on s'achemine vers une première action dès la semaine prochaine, avec un groupe d'élus dans un premier temps, qui passerait des appels à tout un tas de personnes qui pourraient potentiellement avoir besoin d'aide. Oui, il faut bien préciser que les coups de fil ont déjà lieu depuis le début de la crise. Ils sont passés par l'équipe du Centre communal d'action sociale et par quelques élus comme Marielle. Là, la question de la semaine, elle est effectivement d'élargir l'équipe d'élus de manière à aller plus loin que notre fichier actuel et également de demander, je dirais, à des personnes qui nous diraient très vite qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour eux-mêmes, de demander à ces personnes peut-être de nous indiquer d'autres personnes que nous pourrions appeler en fait. Donc il ne s'agit pas bien entendu ni de délation, ni de déstabilisation, ni de stigmatisation, voilà, les grands mots sont lâchés. Il s'agit effectivement d'aller encore un peu plus loin sur l'identification de personnes qui ne disent pas forcément spontanément qu'elles ont besoin, mais qui peuvent avoir véritablement besoin. Alors, est-ce que Estelle voulait compléter ou on passe au sujet économique, même si on reviendra bien sûr à la solidarité en cas de besoin? Estelle, tu nous entends? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Bien sûr. Allô? Oui. Oui, peut-être je voudrais rajouter quelques mots donc sur le groupe Saint-Lô Solidaire, donc le groupe Facebook qui s'est ouvert maintenant il y a plusieurs jours, où il y a de plus en plus de personnes qui ont rejoint ce groupe. Je pense qu'il y a des bonnes habitudes
qui se sont déjà créés avec plusieurs habitants qui nous font part de plein de bonnes idées. On a aussi eu des contacts avec des personnes qui avaient des besoins, qu'on a bien sûr contactées en privé, qu'on essaie d'aider au mieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont très solidaires et qui proposent leur aide. C'est super. N'hésitez pas à partager encore le fait que ce groupe existe pour qu'il y ait de plus en plus de membres. Et puis, concernant le groupe, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Juste peut-être à rappeler aux personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe, vous pouvez le rejoindre via le site de la ville de Saint-Leu-des-Francs, en cliquant sur rejoindre le groupe Saint-Leu Solidaire. Et puis ensuite, vous avez 3 petites questions. Êtes-vous lupovicien? Alors, peu importe que vous soyez lupovicien ou pas, ça ne compte pas sur le fait que vous soyez accepté ou pas, mais il faut bien répondre à cette question. Et puis aussi, ne pas oublier de cliquer sur respecter les règles, parce qu'on, voilà, pour adhérer à un groupe, il y a des règles à respecter qui sont des règles juste de solidarité. Et, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager et à bien répondre aux questions, et on fera un plaisir de vous accueillir sur ce groupe. Voilà. Merci à tous. On reviendra, le cas échéant, sur la solidarité tout à l'heure. Néanmoins, la question sur les entreprises nous amène forcément à en dire un petit peu plus que la semaine dernière. Comme vous le savez, nous avons un tissu de commerce et de services avec des enseignes, avec des vitrines, qui est loin d'être négligeable en temps normal et qui a été évidemment atteint par les exigences de fermeture, notamment de services non alimentaires. Donc on avait fait le point la dernière fois sur ce qui restait ouvert, et c'est important de continuer à inciter tous ceux qui ont besoin de produits de première nécessité de se déplacer quand ils le doivent, puisque ça fait partie des critères de dérogation absolument admis. Après, pour les autres, le premier des réconforts, c'est effectivement de les contacter si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour leur dire que vous comprenez la difficulté de la situation pour eux, et pour peut-être les informer que dès que possible, votre confiance sera préservée. Je fais par exemple allusion au restaurant qui, dans un premier temps, pouvait continuer à rester ouvert pour livrer à domicile ou pour la vente à emporter. Le suivi précis que je fais tous les jours m'amène à penser qu'il y a finalement, dans la plupart des cas concernés, maintenant une fermeture complète. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de personnel, suffisamment de matériel ou suffisamment de clients? Les trois ont dû se combiner. Toujours est-il que maintenant, on est plutôt sur une fermeture complète de ces établissements. Donc, dans le cas d'un déconfinement ou même d'une situation qui pourrait durer en confinement, nous avons tous intérêt à faire passer le message à ces personnes que si elles ont le droit de réouvrir partiellement ou de rester ouvertes partiellement, elles auront aussi le soutien de la population et des clients que nous sommes. C'est exactement d'ailleurs dans ce droit fil, puisque je ne distingue pas entre le commerce sédentaire et le commerce des marchés hebdomadaires, mais que nous avons redemandé une dérogation à la fermeture des marchés. Le problème, c'est comme je l'ai expliqué la semaine dernière, on se heurte maintenant à des difficultés également de production pour certains maraîchers. On se heurte à des montées en puissance d'autres canaux qui sont par exemple des livraisons à domicile ou des livraisons sur panier qui ont toujours existé mais qui évidemment se révèlent adaptés à la crise que nous connaissons. Donc ce matin comme la semaine dernière, il n'y a pas de commerçants disponibles et suffisamment approvisionnés pour venir sur le marché de Saint-Leu qui pourtant est autorisé à ouvrir par une dérogation préfectorale que nous avions sollicitée. Donc c'est bien la preuve que tout ça va changer la donne en termes d'économie de proximité et qu'il faut donc se préparer à apporter tout notre soutien à tous ces commerces. Et c'est quand même pour ça que nous avons depuis 1 an et demi
non pas culpabiliser, mais informer toute la population que la présence d'un marché n'était pas magique ni automatique. Et que si nous ne les soutenons pas, ces maraîchers ainsi que les commerçants de centre-ville, toutes les semaines, on devra malheureusement ne pas s'étonner d'avoir une baisse de la présence commerciale dans cette ville. On a une question et des réponses sur les mesures que nous pourrions être amenés à prendre contre les personnes qui ne respectent pas le confinement. Je peux peut-être passer la parole à l'adjoint à la sécurité. Est-ce que Stéphane nous entend toujours ? Oui, Frédéric, je t'entends. Effectivement, j'ai fait le point avec le lieutenant de la gendarmerie de Saint-Leu et son adjoint il y a quelques jours. Et ce week-end, comme vous pouvez le voir, le soleil est parmi nous et des effectifs de gendarmerie vont être encore plus vigilants. Et vu que le confinement n'est pas spécialement respecté, c'est vrai que les patrouilles vont être augmentées et les dérogations qui ne seraient pas justifiées ou justifiables pourront être verbalisées. Donc je vous rappelle, 135 € pour le premier fait, s'il y a récidive, c'est 200 €. Donc n'hésitez pas, et en parlant d'attestation, on mettra en ligne dès lundi, lorsque le site du ministère de l'Intérieur l'aura mis à disposition, la nouvelle attestation qui va pouvoir être générée via un téléphone portable, ce qui évitera d'avoir du papier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'heure dans laquelle vous aurez établi cette attestation sera mise aussi. Donc si jamais vous la créez uniquement lorsque vous voyez la police municipale ou les gendarmes, elle ne sera pas prise en compte. Donc voilà, on reviendra vers vous, je vous dis, dès lundi matin pour la mise en ligne directement via la page Facebook, le site, et puis sur notre prochaine communication papier que vous aurez dans vos boîtes lettres. Merci Stéphane. Je confirme, soyons civiques, il y a des raisons acceptées et acceptables de sortir. Profitons-en, mais n'en abusons pas. Et disons-nous bien, comme on l'a dit la semaine dernière, que plus on est respectueux maintenant et moins de temps ça durera après. Je vais répondre sur la poste, puisqu'il y a une question sur le service postal. Alors nous venons d'avoir une information. Et c'est cohérent bien sûr au niveau local avec ce qui avait pu être entendu au niveau national sur l'insistance qu'a eu, je crois, le président de la République pour faire redémarrer un peu de services postaux. Donc on a eu de la part de nos interlocuteurs locaux la confirmation que la distribution du courrier sera effective mercredi. Alors ça c'était pour cette semaine, donc mercredi 1er avril, jeudi 2 et vendredi 3, donc normalement ça a dû être visible par chacun d'entre nous, et que nous serons informés dès que possible pour les semaines suivantes. C'est un progrès déjà pour nous, puisque nous sommes contactés par un interlocuteur de la Poste qui nous dit spontanément quelles sont leurs évolutions de service. C'est un vrai progrès. Jusque-là il fallait chercher l'information. Peut-être que Laurent peut reprendre le relais sur les aides qui existent pour les entreprises locales et d'autres, et d'ailleurs ça peut vous concerner aussi les uns et les autres pour vos propres employeurs. Laurent ? Oui, alors effectivement, en plus de tout ce que tu as dit, Frédéric, on a été contacté par la conseillère générale Frédéric Leblanc de façon à nous donner en direct des informations sur tout ce que pourrait faire le conseil régional. Donc nous nous sommes empressés de passer un post Facebook et de façon générale, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le Covid-19 et le contexte actuel et toutes les aides qui sont à disposition de toutes les typologies de personnes et donc des entreprises sur notre site internet. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site internet et à aller fouiller. Il y a une page spécifique Covid-19 coronavirus avec des onglets, et sur chacun des onglets, vous devriez pouvoir trouver tout un tas d'informations. Donc les entreprises sont prises en compte, évidemment, et elles ont accès à ces informations-là, avec donc des aides possibles par le Conseil général. Le Conseil régional, pardon, excusez-moi. Il y avait une petite question,
si je peux revenir, Frédéric, sur la solidarité, et notamment comment on peut savoir si on fait partie de la liste des personnes aidées. Alors, la meilleure des solutions, c'est d'appeler directement le service social ou même le numéro solidarité que vous avez eu dans le communiqué distribué la semaine dernière. Comme ça, vous aurez directement un contact et il y aura possibilité de vérifier si vous faites partie déjà de cette liste ou si vous souhaitez en faire partie ou si vous souhaitiez qu'on porte attention à quelqu'un proche de vous, un voisin, quelqu'un de famille ou n'importe quoi. Voilà. Donc, contactez le numéro Solidarité ou directement le service social et nous pourrons vous renseigner. Merci. Alors je reviens moi-même sur la Poste puisqu'il y avait eu des questions complémentaires que je n'ai pas traitées tout à l'heure. Donc je vous ai parlé du service courrier qui est un métier de la Poste et puis il y a un autre métier qui est les bureaux qui servent à la fois au colis et au service bancaire. Donc l'échange apparemment un peu vigoureux entre le président de la République et les autorités de la Poste a amené aussi à réouvrir un certain nombre de bureaux de poste. Mais à ma connaissance, nous n'en faisons pas encore partie. Je crois comprendre par contre que les distributeurs de billets fonctionnent et que la Poste s'engage d'ailleurs à ce que ce soit un moyen de distribution des prestations sociales qui habituellement passent par le retrait au bureau de poste. Évidemment, il est possible que pour certaines personnes qui n'auraient pas les cartes nécessaires, ça soit un problème. Donc on va approfondir ce point et vous tenir au courant. Je reviens également sur la question sur les commerces qui peuvent livrer à domicile. On va distinguer l'alimentaire et le non-alimentaire. On l'avait évoqué la dernière fois. Il y a 3 points de vente alimentaire de produits, sans parler des restaurants. Il y en a un qui fait de la distribution à domicile lui-même, mais qui ne serait pas contre une aide. Il y en a un qui va avoir de plus en plus de mal à faire la distribution lui-même et qui est donc prêt à s'intégrer dans une distribution organisée. Mais on a dans ce cas-là quand même un souci préalable à régler de paiement, de schéma de paiement, c'est-à-dire que le commerçant en question ne souhaite pas forcément que le paiement soit fait plus tard, donc il faut qu'il soit fait avant ou pendant. Les bénévoles, qu'ils soient élus ou citoyens, que nous enverrons, la question est de savoir si vraiment ils doivent se charger d'un paiement, ce qui n'est pas si évident. Donc ça, on y travaille, mais tout est lié quand même à l'analyse des besoins. Pour l'instant, les besoins en la matière semblent être assurés par les familles, les voisins, donc nous ne sommes pas devant une liste de demandes très précises de livraison à domicile. C'est important qu'on l'anticipe, mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été confirmé en fait. Est-ce que on peut répondre sur le cas des personnes âgées qui ne possèdent pas d'ordinateur et qui est un vrai sujet de fracture numérique? Est-ce que l'une des personnes du pool Solidarité, notamment Marielle, peut se réexprimer à nouveau sur ce qu'on a essayé de faire depuis 1 an déjà sur ce sujet et ce qu'il va falloir renforcer? Personnes âgées sans ordinateur. Oui, Marielle ? Oui, bien sûr. Vas-y. C'est donc le travail qu'on est en train de faire cette semaine et sur lequel on va encore travailler la semaine prochaine. C'est que la plupart des personnes qu'on va appeler, les personnes âgées, parce que il est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'informatique chez eux. Et donc, on va les appeler. Si jamais on n'arrive pas à avoir leur téléphone, par personne, des élus principalement, ils se déplaceront au domicile de la personne, sans rentrer, bien entendu. On prendra toutes les précautions nécessaires pour pouvoir voir ce qu'on peut apporter comme aide auprès de cette personne-là. Dans l'immédiat, on a déjà au niveau du service social une liste de personnes qui pourraient être isolées et qui n'ont pas forcément non plus l'informatique. Donc, mais on souhaite vraiment, sincèrement, élargir cette liste-là. Donc, c'est tout le travail qu'on fait depuis cette semaine et qu'on va continuer, bien entendu.
Et puis, on compte aussi sur la solidarité des voisins, parce qu'elle existe déjà et c'est très bien, mais je m'aperçois qu'elle s'élargit, et ça, c'est une belle chose, avec cette crise. Et donc, il y a quand même des voisins vigilants qui surveillent quand les personnes fragiles autour d'eux. Et ça, c'est très, très important. Et merci à eux d'ailleurs, parce que ça nous permet ça nous aide énormément, et surtout ça nous rassure de savoir que sans aller trop loin, en prenant les précautions, les gens s'inquiètent quand même de leur voisinage. Voilà. Merci Marielle. Donc je confirme et je précise, parce que je voulais pas spécialement donner de nom, mais c'est vrai que ce sont des établissements recevant du public. Donc les 3 points de vente alimentaires, le Champris peut livrer, le Carrefour Express aimerait livrer, mais à une réduction de personnel, donc on pourra l'aider. Et le Lidl n'est pas spécialement dans une formule de livraison. Voilà pour ces doubles réponses à la fois sur la solidarité et sur les commerces. On a bien sûr l'ensemble des acteurs économiques et associatifs qui sont listés également sur le site internet de la ville, qui s'est également bien étoffé cette semaine dans les pages coronavirus sur l'ensemble des thèmes que nous suivons, à la fois les attestations, les communiqués que nous faisons, ce Facebook Live comme celui de la semaine dernière seront accessibles dès la fréquentation du site. Voilà. Alors sur la production de fruits et légumes, on a une maraîchère qui ne peut pas venir en ce moment au marché hebdomadaire, mais on regarde avec elle effectivement la formule que j'ai évoquée tout à l'heure de livraison de paniers, sauf qu'il faut donc monter là aussi quelque chose qui concernerait également le paiement, donc tout ça est moins simple que de simplement faire de la manutention. Mais on y travaille, et encore une fois, on fait monter nos réponses en fonction des besoins. Là, on en est encore à satisfaire les premiers besoins qu'on ressent, et à élargir nos sources pour recueillir des besoins. L'important, c'est qu'encore une fois, toute cette démarche, bien sûr, elle dure de solidarité, elle dure après la crise, et c'est bien aussi pour ça qu'on a renforcé nos équipes pour tout mettre en œuvre. Le boucher est ouvert le matin, comme je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, et ça continue à être le cas. On est bien en train de parler de la deuxième ligne, c'est-à-dire toutes les personnes qui restent ouvertes économiquement pour nous rendre service dans cette vie qui ne peut pas s'arrêter totalement. On a parlé des personnels de l'agglomération pour les déchets. Il y a bien sûr des personnels communaux qui continuent à rester ouverts. Nous accueillons les enfants de soignants, le service social reste accessible, bien sûr l'état civil, même si l'accueil physique est restreint, est fonctionnel. On nous a même demandé de le rendre fonctionnel 7 jours sur 7, c'est une demande de la préfecture que nous avons honorée. Les services techniques, comme je vous l'annonçais, ont fait quelques opérations d'entretien de la ville cette semaine en gardant toutes les distances nécessaires. Nous avons des prestataires qui sont intervenus aussi, donc c'est vraiment un grand merci à toute cette deuxième ligne de ceux qui font fonctionner nos organisations. Je n'oublie pas évidemment la première ligne des soignants que nous encourageons bien sûr via ce mode de garde des personnels soignants, des enfants de personnels soignants, mais que nous encourageons également, et je vous remercie de le faire, tous les soirs à 20h notamment. Y a-t-il d'autres... Alors, voilà, la question de M. Rajoy est dans le droit fil de ce que j'évoque comme nécessité de faire bien attention à tout ce qu'on pourrait prendre en charge en termes de paiement.
Et ça veut dire que si nous le faisons, nous devons prouver que nous sommes des gens dignes de foi. Et on ne voudrait surtout pas qu'effectivement quelqu'un se fasse passer pour du personnel municipal. Il y a en temps normal parfois il y a des tentations de se réclamer de numéros officiels. Nous avons tous reçu des documents qui en une page vous mettent tous les numéros d'urgence, y compris des numéros qui sont bien sûr des numéros privés qui vous surtaxent et vous surchargent après. On aura de toute façon une attestation permanente qui est déjà d'ailleurs délivrée aux élus, qui justifie leur déplacement ponctuel. Ils sont à la fois justifiés ces déplacements par le fait de cocher la 7e case de l'attestation, ce que je fais tous les jours, déplacement pour motif d'intérêt général, le fait d'être élu municipal rentre dans cette case, et en plus il y a effectivement une attestation permanente qui pourra être utilisée, et signée par moi, qui pourra être utilisée par les personnes qui se réclament officiellement de la mairie quand nous mettrons en place ces services en fait. On sait bien que les difficultés d'avoir de l'argent liquide seront réelles. C'est pour ça qu'il faut aussi envisager les paiements par chèque. Donc voilà, je ne vais pas redonner tous les détails au fur et à mesure, mais on intègre bien tous les questions et les conseils, et on va avancer la semaine prochaine sur ces services. Je voulais élargir sur une autre question sur les associations. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la première aide pour l'instant aux associations, c'est de leur annoncer que nous verserons les subventions habituelles en temps et en heure, voire peut-être un petit peu plus tôt, puisque juridiquement, encore une fois, même si le budget n'est pas voté, le maire, en ce moment, les maires ont le pouvoir de prendre certaines décisions, sous réserve bien sûr d'en référer et de les faire valider par le conseil municipal plus tard. Donc ça, c'est la première aide. Ensuite, bien sûr, on continue à être en contact avec elles. On sait qu'elles souffrent depuis maintenant bien des semaines, puisqu'elles avaient déjà souffert de la fermeture de nos espaces publics et du fait qu'elles ne pouvaient plus y accéder pour s'entraîner. Donc on va effectivement refaire un tour également de prise en compte de leurs difficultés. On peut tout à fait faire des audioconférences avec des responsables d'associations, comme on l'a fait et on va le refaire avec des responsables des associations de parents d'élèves spécifiquement, parce qu'il y avait nécessité effectivement de prendre en compte leurs premières difficultés au moment où les écoles ont été fermées en fait. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres compléments que mes collègues veulent ajouter? Marielle? Je t'en prie. Non. Oui. Juste pour répondre à une question, quand on parle des personnes fragiles, ça ne concerne pas forcément que les personnes âgées, c'est vraiment toutes les personnes fragiles, donc ça peut être les personnes avec un handicap, ça peut être des jeunes aussi. Notre travail ne se fait pas que pour les personnes âgées, c'est l'ensemble des personnes qu'on peut estimer fragiles sur la commune. Voilà, il faut les préciser. Laurent, merci Marielle. Laurent avait un complément aussi sur les associations? Non, pas sur les associations. Raté. Je voulais... Ouais, raté. Je t'en prie, vas-y. Je voulais parler des paniers que Madame Maya évoque. Alors, la grosse difficulté, notamment locale, c'est que tous les agriculteurs et tous les producteurs qui sont dans le coin ne font pas ce genre de choses, ne font pas de fruits et de légumes. Ils font essentiellement des betteraves, alors à moins d'avoir une distribution de betteraves chacun chez nous, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Il n'y en a qu'un seul qui peut éventuellement faire des pommes de terre, mais c'est tout. Donc ça veut forcément dire parler plutôt de paniers par des magasins. Pour le coup, Frédéric, tu as déjà évoqué un petit peu tout ça. Donc bon voilà, c'est toujours une piste, mais localement, on n'a pas de maraîchers qui peuvent fabriquer
des paniers avec des fruits et légumes frais et qui pourraient ensuite, avec de l'aide peut-être, mais envisager une distribution. Ensuite, je voulais revenir toujours avec un échange avec Madame Bayat. Je réédite mon invitation. Vous avez beaucoup d'idées, c'est génial. Je vous ai invité à contacter le numéro Solidarité la semaine dernière et on a eu une semaine de confinement et vous ne nous avez pas joints. C'est dommage parce que ce serait vraiment l'occasion d'échanger beaucoup plus facilement qu'à travers le Facebook Live et derrière un ordinateur et des petites questions. Et on pourrait ensuite peut-être prévoir des choses ensemble. Donc, je renouvelle mon invitation. Le numéro de téléphone, il a été affiché plusieurs fois dans les différents chats. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez plein d'idées. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Plein d'idées ou des besoins. Hein. Je lis qu'il y a des vrais besoins, donc si on peut les compléter, n'hésitez pas à nous appeler, ce sera effectivement beaucoup plus facile. On me fait passer une précision, effectivement en produits frais, il n'y a pas beaucoup de maraîchers sur la commune, il y a un agriculteur parmi la douzaine qui exploite encore sur la commune, qui fait des pommes de terre et qui les vend à partir de sa ferme. Donc c'est Monsieur Verret, rue Christine. Donc bien sûr que je pense qu'il a encore du stock. J'élargis sur le maraîchage puisqu'on a eu une réunion de bureau municipal qui a porté notamment sur ce sujet cette semaine avec notamment Éric Muller qui est le conseiller délégué chargé du développement durable et qui nous avait incité à mettre dans notre programme à moyen terme qu'on pouvait relancer le maraîchage sur une ville comme Saint-Leu, puisqu'effectivement cette activité n'existe plus. Enfin, pour ceux qui sont là depuis bien longtemps, il y avait bien sûr des zones maraîchères et des zones, il y avait de grands pépiniéristes aussi. Donc on a bien mentionné dans notre programme le fait d'accompagner un maraîcher professionnel dans une démarche d'ouverture ou de réouverture d'une activité sur Saint-Leu. Donc ça fait partie évidemment des chantiers qui ne peuvent pas se faire en quelques jours, mais on voit bien que la crise actuelle nous renvoie aussi sur ce qu'on appelle la fameuse résilience territoriale, c'est-à-dire la capacité à être plus autonome, y compris sur des produits de première nécessité. On veut aussi accompagner, et là aussi ça ne peut être fait qu'après la crise, on veut aussi accompagner la meilleure utilisation de tous les jardins familiaux qui peuvent exister, à la fois en soutenant l'association des jardins familiaux qui existent et aussi en mettant en relation des propriétaires privés et des personnes qui souhaitent louer une petite parcelle pour leur propre jardin familial. Donc ça aussi, c'est forcément une initiative et une orientation très importante que la crise nous amène à renforcer, mais par définition, ça ne pourra se faire qu'après la crise. Est-ce qu'il y a d'autres... Laurent, tu voulais reparler du confinement? Oui, alors en fait, là, j'ai bon. Aussi pour là, j'ai expliquer le confinement, c'est effectivement à respecter. Hein, c'est tout le monde chez soi et ne sortir que pour des besoins essentiels. Hein, c'est comme ça que c'est traduit la plupart du temps. Néanmoins, il n'est absolument pas interdit de sortir pour aller à sa banque et retirer de l'argent. Alors évidemment, des personnes fragiles, on va éviter de faire tout ça, et je comprends bien la nécessité, si possible, de les aider dans ce sens-là et de leur amener les courses à domicile plutôt que eux prennent le risque de sortir. Mais voilà, dans le confinement, il n'y a pas forcément rester coincé chez soi tout le temps pour des choses essentielles. On a le droit de sortir à condition d'avoir l'attestation et de pouvoir cocher la case qui va bien. Pour revenir sur une remarque de Marianne Gueulet, évidemment, il n'y a pas que des gens qui ont Facebook ou qui ont de l'électronique sous la main. Il y a des gens qui ne pratiquent pas tout ça. C'est la raison pour laquelle la municipalité a fait le choix, depuis le début de la crise, de faire des communiqués papier et de les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. En revanche, si tout le monde n'a pas Facebook, en général, maintenant, tout le monde a un téléphone.
Il y a toujours ce numéro solidarité qui permet aux gens qui n'ont pas de communication Internet, on va dire, de pouvoir avoir quand même des informations à travers ce numéro. Et surtout, le voisinage, c'est très très important. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir créer un réseau solide dans toute la ville. Et tous les gens qui êtes communiqués, en ce moment sur le Facebook Live, vous faites partie de ce réseau, c'est-à-dire que là vous récupérez aujourd'hui de l'information toute fraîche, toute neuve. Facebook, c'est un truc génial, c'est une communication directe, c'est instantané et beaucoup plus rapide que la communication papier, mais tout le monde n'y a pas accès. Donc vous êtes membre à part entière du réseau. Donc transmettez ces informations par un petit coup de téléphone aux voisins que vous connaissez un petit peu démunis de ce côté-là, ou pas à l'aise avec l'outil, ou qui n'ont simplement pas envie de se connecter. Mais en tout cas, voilà, on compte vraiment sur vous pour transmettre toutes ces informations qui sont neuves, fraîches. Voilà. Et on pourra revenir après, Frédéric, si tu veux, sur un sujet évoqué par quelqu'un de la page Facebook de Saint-Leu, là, qui nous a été transmis par message privé, si tu veux. D'accord. Alors, sur ce qui est public, je ne pense pas malheureusement que l'annonce par le groupe Carrefour d'un partenariat avec Uber Eats va jusqu'à Saint-Leu, puisque le magasin de Saint-Leu est ce qu'on pourrait appeler un franchisé pour faire simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mandataire indépendant. C'est de la location-gérance pour être très précis, et ça veut dire qu'il n'y a pas forcément tous les services de la même manière que sur le groupe Carrefour qui a des magasins intégrés également. Donc je confirme qu'on peut renforcer la capacité de livraison de ce magasin, encore faut-il qu'on finalise quelques sujets sur le paiement. Et vous avez donc autrement un autre magasin alimentaire qui est le Champry qui lui peut livrer. Tu voulais parler du service des sports, Laurent, ou c'était autre chose? Oui, c'était autre chose, c'était la partie désinfection des rues. Ah d'accord. Oui. Et la réflexion sur laquelle on est, et pour l'instant, il n'a pas répondu. On avait eu effectivement un message préalable. Je commence par le service des sports, puisqu'effectivement on a sur le réseau ce matin Jean-Michel Mazet, qui est l'adjoint au sport et aux animations. Et donc Jean-Michel, évidemment, piaffe comme nous tous sur le moment où on pourra enfin reprendre des animations, mais évidemment nous le ferons sérieusement et quand ce sera totalement possible en termes de sécurité. Et sur la partie sport, Jean-Michel nous rappelle bien entendu que le service des sports est ouvert au téléphone et qu'il est à la disposition de toutes les associations pour avancer ensemble. Je te repasse la parole, Laurent, sur le sujet de la désinfection, effectivement. D'accord, très bien. Alors en fait, c'est une question qui nous a été posée parce qu'effectivement, on commence à voir dans les différentes villes de l'Hexagone que certaines commencent à avoir des actions de désinfection. Alors évidemment, c'est un sujet qui nous a tout de suite intéressés. Il faut savoir quand même que c'est pour l'instant très très décrié et ce ne sont que des initiatives locales et communales. L'agence régionale de santé, qu'on appelle l'ARS, a pour l'instant émis beaucoup de réserves sur 2 points. Quels sont les réels effets de cette action? Et d'autre part, quelles pourraient être les conséquences sur l'environnement? Et donc avant de se prononcer et de donner des consignes à toutes les communes de France, elle attend de la part du Haut Conseil de la santé publique qu'elle rende un avis, et ça devrait arriver dans les prochains jours. Pourquoi ils mettent en doute les réels effets? Pour 2 choses. Pour l'instant, de ce qui est connu du virus, il aurait une faible persistance sur tout ce qui est mobilier urbain, sur tout ce qui est poignée de porte, d'accord? C'est-à-dire une durée de vie, on va dire, relativement faible, qu'on est incapable d'évaluer pour l'instant, parce qu'on a un petit peu entendu tout, entre 2 heures, 5 heures, 12 heures, bon voilà. Néanmoins, cette faible persistance associée au confinement, qui est censé être respecté de façon très très sérieuse par tous les habitants, fait que finalement désinfecter les rues n'aurait qu'une incidence très très faible. Donc pour l'instant, voilà, ils émettent de forts doutes sur le sujet.
Ensuite, la qualité des produits utilisés. Alors, la personne évoquait les villes de Crépy-en-Valois et de Compiègne, et c'est vrai que ces deux villes communiquent sur leur action de désinfection avec l'utilisation de produits bio ou pro-développement durable, etc. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est un vrai sujet de faire aussi attention à l'environnement dans cette action-là. Donc, voilà, à Saint-Leu, on y réfléchit, on suit ça de très près, on attend évidemment des décisions officielles qui viendraient donc de l'ARS, Agence régionale de santé, sachant que dans la foulée, si jamais il y avait un avis du Haut Conseil qui disait oui, il faut le faire, et que l'ARS disait oui, il faut le faire, il faudrait aussi qu'un protocole précis soit établi, et ça, ce serait réalisé par encore une autre agence qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et donc voilà, ça c'est imminent, toutes ces conclusions devraient arriver dans les jours qui viennent, et nous sommes très aux aguets. Voilà. Merci. J'ajouterais qu'effectivement, on a évidemment les yeux de Chimène, en tout cas, on fait très attention à la propreté de la ville en général, d'où notre caractère intraitable sur les containers de poubelles. Nous avons fait passer la balayeuse, je l'évoquais la semaine dernière, et ça s'est confirmé cette semaine, vous l'avez sûrement vu, qui ramasse un grand nombre quand même de poussière. C'est une forme de nettoyage. Ça n'est pas la même chose que ce qui vient d'évoquer Laurent sur la désinfection. On s'est renseigné sur un certain nombre de produits. On est effectivement sensible à l'idée de ne pas trop rajouter de produits chimiques quand même dans le système environnemental. Donc on continue notre réflexion là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'est pas totalement convaincu de la possibilité de le faire. Je voudrais confirmer donc que le Champry est à côté de la voie ferrée, à côté du PMU, et je voudrais confirmer une bonne fois que ce Facebook est pour des préoccupations de proximité certes, mais d'information générale, et je demande une dernière fois pour que pour toute demande d'entraide privée, on puisse bien sûr passer ou en message privé dans le Facebook, ou nous appeler au téléphone qui est fait pour ça. On réglera beaucoup plus d'éventuels besoins individuels et on va concentrer cette conversation Facebook Live hebdomadaire sur des informations générales, bien sûr nées de nos expériences privées. Et je crois que maintenant il y a vraiment effectivement besoin de basculer, s'il y a un vrai besoin, sur des demandes en privé que la mairie pourra bien sûr honorer. Voilà, on a couvert beaucoup de choses et je vous en remercie en une heure. Rendez-vous la semaine prochaine au minimum. On verra s'il faut faire un communiqué avant en cas d'autres grands changements. Et on vous informera bien sûr au fur et à mesure quand la périodicité de ce Facebook changera. On vous informera à l'avance pour que vous n'arriviez pas pour rien à 11h le samedi avec nous. Voilà, merci à tous, merci à mes collègues et très bon week-end à tous en respectant les règles de confinement et leurs quelques exceptions. Merci, bonne journée, au revoir.